Madame Marina, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Monsieur Mediouni, bonjour et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonjour. Madame Arena, avec le recul, comment vous expliquez, est-ce que vous attendiez que votre vidéo, votre fameuse vidéo, allait faire le buzz, comme on dit aujourd'hui? Alors vous savez, moi je suis présidente de la sous-commission droits de l'homme ici au Parlement européen et on est amené régulièrement à se pencher sur la situation d'un certain nombre de pays avec lesquels l'Europe est partenaire. L'Europe est partenaire de l'Algérie pour plein de projets. Nous avons des accords d'association, nous avons des relations culturelles, des relations économiques avec l'Algérie, mais nous avons aussi ce type de relations avec beaucoup de pays dans le monde et nous nous penchons sur les situations vécues dans ces pays à rythme régulier. Nous le faisons avec les difficultés qui sont vécues par exemple à Hong Kong aujourd'hui et il était légitime que l'on puisse s'intéresser à ce qui se passait en Algérie, à ces citoyens qui manifestent depuis des jours et des jours dans la rue pour des droits qui sont des droits démocratiques. Et donc il était important pour nous, à la Commission des droits de l'homme, parce que nous sommes partenaires de l'Algérie, de nous poser sur la situation algérienne. J'ai été surprise de la réaction, effectivement, de certains et de certaines en Algérie par rapport au fait que l'Europe s'intéresse à ce qui se passe en utilisant tout de suite des grands mots comme étant de l'ingérence, comme étant ce n'est pas l'affaire des Européens. Bien entendu, ce qui se passe en Algérie, c'est l'affaire des Algériens, évidemment. Mais il est important que l'Europe, parce qu'elle est partenaire de l'Algérie, regarde avec un œil bienveillant ce qui se passe et, par exemple, se penche sur la question des droits de l'homme, se penche sur la question de la privation de liberté pour certaines personnes aujourd'hui en Algérie, se penche sur la question de la séparation de la justice et de l'État, parce que ce sont des valeurs que nous avons partagées, que nous partageons avec l'Algérie. Nous avons signé des accords avec l'Algérie où ces valeurs fondamentales font finalement le lien entre l'Europe et l'Algérie. Et donc, il est important qu'on s'interroge. J'aimerais aussi une réaction de la part de M. Mediouni par rapport à cette fameuse vidéo. Les Algériens étaient divisés, hein, donc j'ai essayé de lire quelques centaines de commentaires parce qu'il faut dire que la vidéo frôlait les 1 million de vues. Madame Arena, sans le vouloir, peut-être qu'elle a fait le buzz, mais voilà, il faudrait revenir un peu à l'histoire de l'Algérie, très ancienne. L'Algérien, c'est sa nature. Et d'ailleurs, justement, dans la gestion des conflits, souvent, on ne prend pas en considération la partie sociologique de la société avec laquelle on traite ou avec laquelle on a envie d'avoir un droit de regard. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, je l'ai dit, sur une discussion dans un débat ouvert sur la situation de l'Irak à un certain moment. Et j'étais en poste à Washington et on avait parlé de... Et c'est vrai que j'ai dit aux Américains, vous n'avez pas garni de guerre, parce que vous avez mal préparé votre guerre, vous n'avez pas pris en considération l'aspect sociologique de ce qui est l'Irakien. L'Algérien, de tout temps, a toujours refusé l'ingérence. Aujourd'hui, vous allez partir, que ce soit les gens qui sont dans le Hirak ou les gens qui sont pour les élections, les deux seront d'accord pour une chose, pas d'ingérence étrangère. Et ça a été affiché dans les premières pancartes du 22 février, de dire pourquoi. Parce qu'on a vu les ingérences, qu'est-ce qu'ils ont donné. Parce que Mme Arena, c'est une militante des droits de l'homme avant tout qui est convaincue pour ce qu'elle fait, et c'est à son honneur. Défendre la vie, défendre le droit humain, c'est à son honneur. Mais on a vu des ingérences. Qu'est-ce qu'ils ont donné en Irak? Qu'est-ce qu'ils ont donné en Syrie? Qu'est-ce qu'ils ont donné en Libye? Et l'Algérie, elle était parmi les premiers à dire non à l'ingérence en Libye. Et Mme Arena, vous êtes d'accord avec moi pour voir que c'est une catastrophe. Voilà. Avant d'aller dans le fond du sujet, j'aimerais qu'on mette aussi les pendules à l'heure. Madame Arena, les médias algériens ont galvaudé l'idée qui consiste à dire Maria Arena a agi en son nom et non au nom du Parlement européen et encore moins au nom de l'Union européenne. Vous le confirmez ? Alors non, je pense qu'il y a vraiment, de la part de certains médias, une interprétation de la prise de parole que j'ai faite. Je l'ai faite en tant que présidente de la Commission des droits de l'homme, ici, du Parlement européen. Et donc, qui reprend les positions de tous les groupes politiques démocratiques que nous avons ici. Nous avons organisé
une audition ici au Parlement européen en présence des groupes depuis la droite du parti PPE jusqu'à la gauche, qui est la gauche la plus radicale en passant par les Verts et les sociodémocrates. Tous, nous avons pensé la même chose, c'est-à-dire que c'est l'affaire des Algériens. Évidemment, ce qui se passe en Algérie, les mouvements démocratiques aujourd'hui et pacifiques qui sont aujourd'hui en Algérie, c'est l'affaire des Algériens. Mais nous, Européens, nous avons une relation avec l'Algérie qui est une relation qui se traduit par des accords d'association dans lesquels nous avons mis en évidence et en priorité la question des droits de l'homme. Et donc, nous interrogeons aujourd'hui l'Algérie par rapport à la relation que nous avons Union européenne et Algérie sur ces priorités que sont la question des droits de l'homme. Donc ce n'est rien de plus, rien de moins que cela. Et donc ce n'est pas parler en son nom, c'est parler au nom du Parlement européen sur la relation que l'Europe a avec l'Algérie, sur des questions fondamentales sur lesquelles l'Algérie et l'Europe se sont mis d'accord à un moment donné et se doivent de respecter ensemble. Alors, vous avez évoqué 2 ou 3 fois le fameux accord d'association qui a été conclu entre l'Algérie et l'Union européenne dans les années 2001. Donc, le paraphe a eu lieu d'ailleurs en présence du président déchu, Bouteflika. Pour être fidèle au texte, j'ai jeté un œil sur cet accord qui comporte 110 articles. Le deuxième, l'article 2, je vais vous le lire. Alors, il dit, il stipule le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des partis et constitue un élément essentiel du présent accord. Alors, ma question à vous deux, d'abord à Madame Arena, ça veut dire que ce fameux article permet quelque part à une députée européenne de lever la voix et de dire, écoutez, on a conclu un accord, nous avons mis le doigt dès le deuxième article, puisqu'il y en a une centaine. Alors, au nom de cet article, oui, j'ai le droit, ça n'est pas de l'ingérence, j'ai le droit de rappeler les obligations de notre partenaire qu'est l'Algérie. Bien sûr, pourquoi faisons-nous des accords ? On fait des accords pour se retrouver davantage. On le fait avec des pays avec lesquels on a des relations historiques, mais on le fait surtout pour qu'ensemble on avance sur un certain nombre de principes. Et loin de moi l'idée que l'Europe est en capacité de faire la leçon en matière de droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est aussi en questionnement, en crise, sur la question des droits de l'homme. Et on le voit en Hongrie, on le voit en Pologne, on le voit dans d'autres pays. L'Italie a été à la limite, je dirais, de la question du respect des droits de l'homme il n'y a pas si longtemps. Et donc, c'est ensemble qu'on a dit, eh bien, nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour respecter ces principes. Et on voit qu'à un moment, ça pose difficulté. On voit que parfois, dans la manière de gérer les crises, il y a des principes qui sont bafoués. En Algérie, sans doute, en Europe aussi. Et donc, il y a lieu, quand on se pose sur un pays, il est nécessaire de pouvoir rappeler ce sur quoi on s'est mis d'accord pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Qu'est-ce qui empêche l'Algérie d'user de l'article 2 pour dénoncer les exactions commises par l'un ou l'autre pays membre de l'Union européenne par rapport aux droits de l'homme ? Effectivement, d'ailleurs, je ferai juste un petit rappel dans l'histoire. L'accord d'association avec l'Union européenne, il a été fait par le président déchu, Bouteflika, sans donner le temps aux experts de le négocier et de l'étudier de façon à ce qu'il soit équitable pour les deux parties. Ça d'un côté. Donc ça, c'est juste un rappel de l'histoire. Et peut-être, Madame Arena, on sait quelque chose sur la rapidité avec laquelle cet accord a été signé. Néanmoins, c'est vrai que nous aussi, on a beaucoup de choses à reprocher à l'Europe. À partir du moment où un accord d'association qui parle des droits de l'homme, on voit que dans certaines parties de l'Europe, même, les droits humains sont bafoués. Quand je vois des bateaux qui restent en rade
en face de l'Italie avec des Africains qui meurent de faim à l'intérieur des bateaux, c'est l'atteinte à la vie même, d'accord? Donc nous aussi, on a envie, mais je crois que dans la relation, le respect mutuel doit être de mise, mais ça ne nous empêche pas, tout le peuple algérien, du plus jeune aux responsables politiques. On connaît tout ce qui est infraction aux règles universelles en matière de droits de l'homme en Europe. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que les droits de l'homme en Algérie ne souffrent d'aucun équivoque. Un grand bond a été fait depuis 88 plutôt, depuis 1988, sur les textes. Rien n'est parfait aujourd'hui. C'est pour cela que la situation politique, elle a engendré cette crise, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer aussi. Voilà. Bon, vous êtes en train de me dire que l'Union européenne devrait s'astreindre à l'obligation de réserve, parce que de votre côté, vous le faites justement. Vous savez, je vais vous, si vous le permettez, dans les années 90, moi j'ai participé à cette période parce que j'étais sous les drapeaux, donc je l'ai vécu dans ma chair. On était seuls, isolés, et on attendait à celui qui nous tende la main parce qu'on luttait contre un terrorisme aveugle que personne ne voulait reconnaître jusqu'au jour où il y a eu les attentats du 11 septembre. Donc cette lutte qu'on a menée en Algérie, ça a protégé l'Europe aussi. Et on avait alerté l'Europe à cette époque-là que le problème que nous vivions en Algérie sur l'atteinte aux libertés, parce qu'il y avait des atteintes aux libertés, quand on vous disait il ne faut pas mettre le short, quand on vous disait mettez le voile obligatoirement, c'était des atteintes à la vie, c'était des atteintes aux droits, aux libertés, et c'était des atteintes aux droits de l'homme aussi. Et on avait alerté l'Europe à l'époque en disant, l'Europe et l'Occident entier, même les Américains, en leur disant écoutez, ce n'est pas un problème qui touche uniquement l'Algérie, c'est un problème global qui va toucher le monde entier. Et je crois que l'histoire nous a donné raison par la suite. Est-ce qu'il n'est pas temps de redéfinir l'ingérence ou le droit à l'ingérence? J'ai en souvenir un certain Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, quand il disait l'ingérence ne doit pas être un droit, mais un devoir. Qu'en pensez-vous? Alors vous savez, vous l'avez dit en commençant l'émission en disant c'est difficile de départager les réactions par rapport à la parole que l'Europe a eue sur la situation des mouvements citoyens dans la rue, parce que je les appelle des mouvements citoyens pacifiques, mouvements citoyens pacifiques. Je pense que les trois mots sont importants. Et donc il y a eu des réactions très partagées. On a eu beaucoup de personnes qui disaient on est très content que vous vous souciez de nous. C'est-à-dire que vous disiez quelque chose par rapport à ces centaines d'étudiants qui sont aujourd'hui en prison. Parce que si la communauté internationale ne dit pas quelque chose, eh bien on a l'impression d'être seul par rapport à notre destin à l'intérieur de notre pays. Ils étaient aussi contents de nous entendre dire qu'on ne gère pas la liberté de la presse en imposant une non-liberté de la presse à certains moments, en fermant certains journaux. Et donc, je pense qu'il est important que la communauté internationale dise des choses. Et je pense qu'elle a le devoir de les dire. Elle a le devoir de les dire. Ce n'est pas de l'ingérence que de dire à un ami ce qui est en train de se passer là n'est peut-être pas la solution, qui est la solution de l'apaisement, qui va permettre de trouver un accord à la société algérienne. Et donc, si nous ne disions rien, je pense que nous serions responsables et plus responsables d'une situation qui pourrait se dégrader. Alors, venons-en à la situation actuelle. On a prévu des élections présidentielles pour le 12 décembre prochain. Vous n'êtes pas contre les élections, mais vous disiez justement dans votre vidéo, oui pour les élections, mais pas dans ces conditions. Alors, vous savez, pour que des élections se passent correctement, elles ont besoin d'être apaisées, ces élections. Et donc, encore une fois, loin de nous l'idée de dire la date doit être fixée à tel moment. Non, encore une fois, ce sont les Algériens qui décident du moment où ils doivent faire leurs élections. Mais le meilleur moment pour faire des élections, c'est d'être apaisé. C'est que tout le monde se retrouve librement dans un processus électoral. Librement, ça veut dire avec une pluralité d'opinions, c'est-à-dire des candidats qui représentent les opinions les plus diverses possibles dans la société, avec une liberté d'expression, c'est-à-dire que vous ayez la possibilité d'avoir des positions libres et exprimées,
avec une liberté d'association, c'est-à-dire la liberté de pouvoir vous réunir et de manifester, avec aussi l'indépendance de la justice, parce que vous savez que quand un processus électoral est critiqué, le seul recours que vous avez de manière, construite, c'est la justice. Si les citoyens n'ont pas confiance dans leur justice, ils n'auront pas confiance dans le processus électoral. Et donc il y a un certain nombre de conditions qui permettent, in fine, de faire d'un processus électoral un processus de construction. Et donc moi, c'est ce que nous avons donné comme message, c'est de dire, choisissez la date de l'élection qui vous convient, mais pour que cette élection soit la plus porteuse de consensus, elle doit être apaisée. Et manifestement, aujourd'hui, il ne semble pas que cette date choisie soit une date qui a donné l'apaisement aujourd'hui en Algérie. Mais encore une fois, c'est une vision de l'extérieur. Et donc, ce sont encore une fois les Algériens qui devront travailler sur cet apaisement. Monsieur Medjouni, vous plaidez pour la tenue de ces élections le 12 décembre prochain. Quels sont vos arguments? Vous savez, en Algérie, il y a un mouvement populaire qui est né le 22 février. C'est quelque chose qui a été... J'ai participé à ce mouvement, qui a été quelque chose d'extraordinaire dans son pacifisme, dans ses revendications, dans sa maturité politique. Ce mouvement et ce pacifisme de ce mouvement n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas une grande armée aussi, parce que c'est le deuxième acteur qu'on oublie souvent. Cette armée, elle a été la première à exiger à ce que, au vu de la crise, on reste dans la constitutionnalité des choses. Et rester dans la Constitution, ça nous a permis d'éviter les dérapages. Aujourd'hui, si on parle des élections, la stagnation de l'État dans cette situation va encore rendre les choses plus difficiles. Économiquement, c'est encore difficile. Sur le plan de la société, ça crée encore beaucoup plus de tensions. Et en fait, pour les apaisements, moi je dirais que chaque pays il a ses lois aussi, il a son code de justice. La justice algérienne aujourd'hui, elle est indépendante. Et vous avez bien dit, Madame Arena, il me semble, et ça c'est un mot que j'ai beaucoup aimé, parce que ce n'est pas l'exactitude. Donc quand on parle de gens qui ont été emprisonnés dans le Hirak, pourquoi on ne parle pas des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été relâchés par la justice? Donc cette justice, elle est en train de faire son travail en toute impartialité. Donc, de ce fait-là, il y a certaines personnes qui ont fait dans la provocation, parce qu'en Algérie aussi, on a les lois. Et je rappelle aussi que dans la liberté d'expression, il y a des gens que l'Europe, dans sa gentillesse, dans sa générosité, a donné hébergement à ces gens-là qui vivent en Europe aujourd'hui et qui déversent leur venin à travers des réseaux. Ils appellent même jusqu'au meurtre. Est-ce que c'est ça la liberté d'expression aussi? C'est ça que je voudrais souligner. Maintenant, les élections, elles sont organisées, elles sont sécurisées, et je vous assure que, parce qu'on a parlé des pour et des contre, c'est contre, non, on n'est pas 50-50. Je crois que le seul mécanisme, Madame Arena, je crois qu'elle est d'accord avec moi, qui pourra dire s'il y avait majorité ou pas, c'est les urnes. Et c'est ça la pratique démocratique. Donc, quand vous avez des gens dans l'opposition, entre guillemets, qui vous disent non au dialogue, non à l'élection, vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a des gens qui ont proposé la période de transition à la libyenne. Je ne voudrais pas que mon pays revive la même chose. Voilà. L'Algérie a une tradition, celle de demander à l'Union européenne de lui envoyer des observateurs européens. Est-ce qu'elle a déjà fait cette démarche pour le 12 décembre? Je pense que cette démarche va être faite parce que déjà, il y a l'Armée nationale populaire qui s'était engagée dès le premier jour à ce que ces élections soient transparentes. D'ailleurs, Madame Arena, je vous donne un autre son de cloche. Cette commission, j'ai 25 amis qui sont dans cette commission. C'est des magistrats, c'est des avocats qui ont été volontaires et qui subissent des pressions parce qu'ils ont été dans cette commission indépendante des élections. Et cette commission, elle a pris la responsabilité ou les compétences de 4 ministères qui étaient dévoyés à 4 ministères, en plus du budget des élections. Donc, dans l'impartialité et dans l'autonomie de la commission, je crois que tous les textes sont là pour clarifier les choses. Maintenant, il y a des manipulations à l'intérieur du mouvement du Hirak qui font qu'on rejette tout. Même avant que vous me parlez, c'est déjà non. Donc le problème est là. Le problème, c'est que les candidats doivent, avec leur programme, convaincre ce Hirak qu'ils porteront les revendications du Hirak. Parce que je le dis à Madame Arena, les élections en Algérie, ce n'est pas la solution.
c'est le début de la solution, une partie de la solution, parce que les grands chantiers, c'est après. On a la Constitution à revoir, on a le Code de justice à revoir, pour parler de la liberté de la presse, on a les lois de la presse à revoir. Madame Arena, certains reprochent à ce qu'on appelle le Hirak, c'est-à-dire le mouvement de protestation, de n'avoir pas de leadership. Encore une fois, je pense que les mouvements populaires sont des mouvements qui sont des émergences diverses, qui peuvent revendiquer, vous l'avez dit, des réformes politiques. Vous avez des personnes qui revendiquent pour des droits sociaux. Il y a des personnes qui revendiquent pour plus d'égalité. Et donc ce sont des mouvements qui se réunissent à un moment donné avec des revendications différentes. Et donc c'est souvent difficile d'avoir des leaders dans des mouvements tels que ceux-là parce que les revendications sont différentes. Est-ce que pour autant ces revendications ne sont pas pertinentes? Non. Je pense que et vraiment le mouvement algérien fait la fierté dans le monde entier. C'est un mouvement qui tient, c'est un mouvement qui réunit les générations. Vous avez des jeunes, des moins jeunes, qui réunit les approches. Ce n'est pas un mouvement confessionnel. Les classes aussi. C'est un mouvement qui mélange les classes et c'est surtout un mouvement pacifique. Et donc je trouve qu'il est important aussi en tant que communauté internationale qu'on puisse soutenir des mouvements tels que ceux-là, qui ne sont pas partout les mêmes. Il y a des mouvements de la rue qui sont des mouvements violents, qui sont des mouvements de déstabilisation, qui sont des mouvements politiques xénophobes. On le voit en Amérique latine à certains endroits aujourd'hui. Ce n'est pas la situation de l'Algérie. Ce sont des personnes qui ont envie de mieux dans leur pays. Et c'est la raison pour laquelle il faut les soutenir. Ils ont eu raison ou pas à s'abstenir à présenter un candidat aux élections présidentielles, par exemple? Je n'ai pas à juger du raison ou pas. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un mouvement qui demande la transformation de la société algérienne et que toute réponse politique qui devra être donnée, et vous l'avez dit, effectivement, devra répondre à cette attente de transformation de la société algérienne qui vient de la base et qui est à prendre parce que c'est très intéressant pour l'avenir d'un si beau pays qu'est l'Algérie. Monsieur Mediouni, pour revenir aux candidats, il y en a eu 5 qui ont été retenus, ce qui fait tâche par rapport à cette sélection par le Conseil constitutionnel, c'est que ces 5 candidats sont issus de l'ancien régime et rejetés en bloc par le Hirak. Il y a 4 candidats qui ont été ministres dans l'ancien régime. Il y a un candidat qui n'a pas été ministre, et c'est le plus jeune d'ailleurs. Le problème n'est pas dans le candidat, parce qu'on parle de démocratie. Et c'est ça, justement, les fondements de la démocratie. Est-ce qu'on peut interdire à un Algérien qui n'a pas un casier judiciaire de se présenter? Donc maintenant, on a appelé tout le monde à se représenter. Il y a même ceux qui pensent, qui le revendiquent, avoir le soutien de Hirak. Pourquoi? Pour sauver ce pays, ils ne se présentent pas aux élections. Et c'est la meilleure façon de porter les revendications de Hirak. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc quand ils ne le font pas, et quand ils essayent de bloquer un processus, c'est qu'il y a d'autres idées, d'autres plannings qui sortent de la revendication du peuple algérien. Elle a bien souligné, Madame Arena, on vit dans un monde qui change tellement, on est voisins, on est condamnés à vivre ensemble, on est condamnés à s'aimer aussi. Mais voilà, l'Algérie de demain, c'est, je pense, que le président qui va venir, moi je lui souhaite beaucoup de courage, parce qu'il y a d'énormes chantiers à ouvrir, et il y a l'enseignement à revoir, il y a la médecine qui souffre, il y a beaucoup de lois. Vous savez, Bouteflika, quand il était président, il a tricoté cette constitution qui ne pouvait la porter que lui-même. Tous les experts vous disent que l'Algérie est à l'arrêt, au plan commercial, économique, culturel, sociétal, au niveau national et à l'international. Quelle est la position de l'Union européenne? Vous savez, je lisais les dernières déclarations de la Banque mondiale et j'étais vraiment choquée. Parce que, alors que nous avons là un pays où la population des milliers, des millions de personnes sont en train de se mobiliser pour faire grandir le pays, nous avons une Banque mondiale qui dit « Oh là 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 là, il faut que ça se calme parce que tous les indicateurs sont au rouge ». Moi, le premier indicateur qui, pour moi, est le plus important, c'est la démocratie. Parce que quand il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de croissance. Quand les personnes ne se sentent plus bien dans un pays,
elles ne peuvent pas travailler correctement dans ce pays. Elles n'ont pas d'emploi, elles n'ont pas de santé, elles n'ont pas... Et donc, la première chose que ces personnes revendiquent, c'est plus d'égalité, plus de redistribution. Et c'est ça qui est le moteur de croissance d'un pays, de croissance économique, mais aussi de croissance démocratique. Et c'est ça il faut soutenir, c'est cette croissance démocratique dans le pays qu'est l'Algérie et qui entraînera tous les autres indicateurs. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut entendre. Que diriez-vous des citoyens du Maghreb, du Grand Maghreb, qui reprochent à l'Europe son hypocrisie, justement, en termes de démocratie? Il y a des paroles, mais ils ne sont jamais suivis d'actes, par exemple. Alors, je peux vous dire que si tous les Européens étaient comme moi, il n'y aurait pas d'hypocrisie, parce que j'ai tendance à dire les choses. Et j'ai aussi, on a dit par exemple, par rapport aux accords d'association, je trouve que l'Europe a parfois tendance, effectivement, à presser ses pays partenaires à rentrer dans sa manière à elle de fonctionner et à ne pas voir que dans le pays partenaire, il n'est pas aussi gagnant que l'Europe dans des accords tels que ceux-là. Par exemple, moi, je m'oppose aux accords de libre-échange avec le Maghreb, non pas parce que je suis contre l'accord commercial avec le Maghreb, que du contraire, j'aimerais qu'on ait les meilleurs accords commerciaux, mais un bon accord commercial avec le Maghreb, avec les pays du Maghreb. C'est un accord win-win, c'est un accord qui fait gagner les pays de l'autre rive de la Méditerranée. Parce que si cet accord a tendance à appauvrir une des rives de la Méditerranée, il ne faut pas s'étonner que la jeunesse de cette rive n'ait qu'une envie, c'est de traverser la Méditerranée. Il ne faut pas s'en étonner. Alors, soit on dit, on a des accords qui appauvrissent et on les accepte tels quels, mais alors on ouvre les portes. Mais nous, ce qu'on fait aujourd'hui en Europe, c'est qu'on fait des accords qui appauvrissent l'Afrique, qui appauvrissent le Maghreb, et en même temps on construit des murs. Et ça pose vraiment difficulté. Et là, je pense que l'Europe est dans l'erreur la plus complète aujourd'hui dans sa relation à l'Afrique. Votre formation politique ici, au Parlement européen en l'occurrence, elle est la deuxième grande formation après le Parti populaire. Donc, je parle des socialistes et démocrates. Quel est votre poids, justement, pour faire entendre cette voix? Alors, ça prend du temps, parce que c'est vrai que les socialistes et démocrates étaient une des familles politiques qui faisait partie de la grande coalition, c'est-à-dire avec le PPE, avec les conservateurs. Et la question du développement économique a toujours été perçue comme étant un moteur de la démocratie. En fait, ils partaient du principe, les socialistes et démocrates, que si on accélérait le commerce avec un pays, de facto, la démocratie allait avoir lieu. Eh bien non. Eh bien non. Moi, je pense qu'on doit voir les choses d'un ordre contraire. C'est on doit soutenir les démocraties pour que ces démocraties aient vraiment la possibilité de juger l'accord dans lesquels elles vont s'inscrire. Et c'est ça qu'on doit développer. Et je pense que le Parti socialiste et démocrate, aujourd'hui, change sa manière de voir les choses et est prête à mettre la question démocratique en priorité. Monsieur Mediouni, l'Algérie, d'après Bouteflika, veut déclarer la guerre à la corruption, au blanchiment d'argent, au recel à l'étranger, et c'est justement aussi le dada de l'Union européenne. Est-ce que ce sont de belles paroles ou est-ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait une coopération entre l'Union européenne et l'Algérie dans ce domaine? Bouteflika a été soutenu pour le 4e, 5e mandat par tous les dirigeants européens. Ils venaient le voir alors qu'ils ne parlaient pas, ils nous disaient qu'ils étaient très bien, qu'il avait une belle tête et tout ça, d'accord? Et ça nous a porté préjudice. Dans la crise actuelle, elle provient un peu de cette position européenne qui était, je dirais le terme, un peu hypocrite. Je veux une réponse claire et nette, courte aussi, par rapport à la guerre que vous vouliez déclarer au recel des avoirs à l'étranger, à la corruption qui fait ravage en Algérie et éventuellement... Moi, je crois... Je poserai la même question à Mme Arena. Je pense que l'Europe doit aider ces pays pauvres à récupérer leur argent. Et tout le monde sait que c'est un argent qui n'a pas été gagné, c'est un argent qui a été volé. J'espère que l'Europe aidera ces pays dans ces accords d'association à lutter contre ces phénomènes de fuite de capitaux vers l'étranger pour que les peuples redisposent de leurs moyens et de leur argent. Madame Arena, la même question? Alors bien sûr, la lutte contre la corruption, c'est quelque chose qu'on doit avoir, mais je dirais même plus. Vous savez, aujourd'hui, le monde souffre d'un épuisement des populations
qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'ont plus les pouvoirs d'achat, et un épuisement de la nature, de la terre, qui est les changements climatiques. Et ça, c'est notre modèle qui est un modèle ultra-capitaliste qui concentre les richesses dans les mains de certains. Il y a un enrichissement massif d'une classe, qu'elle soit politique ou économique, et un appauvrissement massif des populations. C'est ça qu'on doit changer. C'est plus que lutter contre la corruption, parce que la corruption, c'est illégal. Mais cet enrichissement massif des riches est tout à fait légal. Et donc on doit se battre pour qu'il y ait des systèmes de redistribution qui sont efficaces vis-à-vis des populations. Ça ne sert à rien d'avoir 1% de la population riche et 99% de la population pauvre. Il n'y a plus de classe moyenne aujourd'hui en Algérie. C'est celle-là qu'on doit soutenir parce que c'est celle-là qui va développer l'économie, la culture, l'éducation, la santé. Et donc c'est cette redistribution qui doit exister aujourd'hui dans des pays tels que l'Algérie ou d'autres pays. Et c'est celle-là qu'on doit préserver ici en Europe parce qu'on est en train de la détruire. Et donc c'est ce message politique-là qu'on doit porter. Madame Arena, c'était un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci, merci pour ce franc parler. Monsieur Mediouni, je vous remercie beaucoup. Merci de vous être déplacé d'Alger la Blanche. Merci vraiment et bon retour. Merci beaucoup à vous. Madame, monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.